Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais me focaliser sur la gamme d'ETF offerte par Amundi et éligible au PEA. Alors je vous mettrai le lien qui vous emmène directement vers cette page, donc la page produits d'Amundi, donc Amundi Asset Management. Alors ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va aller sélectionner les différents ETF qui sont éligibles au PEA. Donc quand vous êtes ici sur la page d'Amundi, il vous suffit de descendre et d'aller ici dans la partie à gauche dans le menu éligibilité PEA et donc de cocher ici éligible PEA et on voit qu'on a 41 ETF dans cette liste. Donc voilà, je viens de cocher les ETF éligibles au PEA, on se retrouve avec la liste de ces ETF. Alors on va procéder comme dans ma dernière vidéo sur les ETF Lixor, c'est-à-dire qu'on va essayer de les trier par catégorie en commençant dans un premier temps par les ETF globaux. Donc je vais mettre ici global et je me retrouve avec la liste suivante. Voilà, donc on se retrouve ici avec deux ETF monde, donc le Amundi MSCI World ETF en euros, donc avec une devise de cotation qui est l'euro, et un Amundi MSCI World ETF avec une devise de cotation qui est le dollar américain. Alors comme je l'ai déjà indiqué dans ma vidéo sur les ETF proposés par Lixor, quand on est un investisseur français investissant majoritairement en Europe, et lorsque nos actifs sont essentiellement en euros et nos revenus sont essentiellement en euros également, alors l'idée c'est plutôt de sélectionner un ETF dont la devise de cotation est l'euro. Donc parmi ces deux ETF par exemple, j'aurais tendance à privilégier le premier qui est coté en euros par rapport au deuxième qui est coté en dollars. Alors on voit qu'au niveau des frais courants, c'est-à-dire des frais de gestion qu'on appelle également les frais d'encours, ceux-ci sont quasiment identiques. Alors comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur les ETF Lixor, hein, il est important de regarder plusieurs choses. Donc la première chose c'est l'intitulé de l'ETF. Donc ici on a le même intitulé, donc c'est exactement la même chose. Alors après il faudrait voir si c'est par accumulation ou par distribution. On va regarder ça en détail. La deuxième chose, c'est la devise de cotation, donc soit l'euro, soit une autre devise qui peut être le dollar américain ici, ou éventuellement le franc suisse ou la livre sterling par exemple. La troisième chose, ce sont les frais courants, d'accord, pour savoir si les frais de gestion sont importants ou non dans cet ETF. Et le dernier point important à regarder, c'est les actifs sous gestion. D'accord, donc ici on voit que les actifs gérés, donc les actifs pour chaque ETF sont de l'ordre de 820 millions d'euros pour le premier et 888 millions de dollars pour le deuxième. Donc ce sont des actifs sous gestion qui sont quand même conséquents. Alors il y a un autre point important à regarder. Le premier point, et j'en avais déjà parlé, c'est le mode de réplication de l'ETF, c'est-à-dire comment l'ETF réplique l'indice sous-jacent. Donc ici, ce serait l'indice sous-jacent serait le MSCI World. Et un autre point important, c'est la valeur liquidative de l'ETF, c'est-à-dire quel est le prix de chaque part d'ETF. En effet, si on est un petit investisseur, il est peut-être préférable de faire l'acquisition d'ETF dont le prix ou la valeur liquidative n'est pas trop important. Pourquoi? Parce que ça permet d'acheter des petites quantités d'ETF à chaque fois. Alors que là, on voit par exemple ici, vous voyez, on a une part d'ETF à 230 euros. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je veux acheter une part, que je veux investir dans cet ETF, je suis obligé d'acheter au moins une part et donc d'acheter au moins pour 230 euros de cet ETF. Alors on va essayer de regarder la composition de cet ETF monde par exemple ici, donc je vais aller ouvrir la page. Voilà, donc on se retrouve ici sur cette page, donc Amundi MSCI World ETF, coté en euros. Alors on nous donne ici l'ISIN, donc on voit que cet ETF est coté au Luxembourg. Qu'est-ce qu'on nous donne également? Donc ici on a un code mnémonique, ok, on va descendre un peu, on a l'actif net, les frais courants, ok. Donc là vous avez des documents importants, vous avez le prospectus ici, alors que l'on peut lire, hein, je vais ouvrir pour montrer un peu ce que c'est. Alors généralement c'est un document assez long qui reprend l'ensemble des ETF proposés par l'émetteur.
Donc vous voyez ici, ce sont les ETF Amundi, et donc on a toute la liste des ETF qui sont proposés. Voilà, donc il suffit d'aller voir ce document. Là, vous avez la présentation des différents ETF et des différents risques. Voilà, donc c'est un document un peu long à lire, mais si vous êtes intéressé par un ETF en particulier, c'est toujours intéressant de venir jeter un œil dans ce document concernant l'ETF qui vous intéresse en particulier. Alors, je vais revenir sur la page donc de notre ETF, MSCI World, d'Amundi. Alors, on va descendre un peu voir comment il présente les différentes informations. Donc, on a la répartition ici de cet ETF Monde. Alors, déjà, on voit qu'on a des titres principalement américains, hein, puisqu'on retrouve du Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet. Donc, ici, déjà, on a les GAFAM. On a les GAFAM, et effectivement, on a les deux classes d'actions de Google, donc Alphabet. On a des bancaires, donc JP Morgan Chase, et puis d'autres valeurs américaines. Alors, on a une valeur qui est non américaine, c'est Nestlé, donc qui est suisse. Donc, principalement, et ça faut retenir, quand on achète un ETF monde, en fait, on achète à 60%, on achète le marché américain, puisque l'indice MSCI World est composé à 63% environ d'actions américaines. Alors, on retrouve également la répartition sectorielle. Donc ici, on voit par exemple que l'indice est plutôt pondéré en faveur des valeurs technologiques, hein, c'est ce qu'on retrouve ici, hein, les Facebook, Alphabet, etc. On retrouve ensuite des financières, des valeurs de la santé, etc. Voilà, donc ça c'est pour le MSCI World, donc d'Amundi. Alors, l'émetteur est tenu de vous présenter un niveau de risque ici, donc on voit qu'on a un niveau de risque de 5, donc risque relativement élevé quand même, mais comme pour tout investissement en actions. Donc généralement, pour les actions, le risque est compris entre 5 et 7. Alors, ça c'est pour le fonds et cotation. On va regarder un peu la performance. Vous avez une page performance comme ceci, donc on peut regarder la performance de l'ETF MSCI World, vous voyez. Donc on voit par exemple ici que voilà, l'ETF MSCI World a pris un gros gadin, puisque effectivement on est en période de crack. Donc on est revenu sur les niveaux de 2018 et on est également sur les niveaux de 2015 environ. Voilà, donc là vous avez un graphique de l'ETF et on le compare à son benchmark, donc à l'indice de référence en bleu. Vous voyez que la différence est relativement faible entre les deux. Donc cette différence s'exprime par ce qu'on appelle le tracking error ou l'erreur de tracking. Et donc en fait, cette erreur de tracking est représentée par le fait que forcément vous avez un frottement quand vous essayez de répliquer un indice. Et donc vous allez ajuster votre portefeuille au fur et à mesure que l'indice évolue, et forcément, vous n'allez pas pouvoir répliquer à l'identique l'indice de référence. Pour autant, généralement, la performance de l'ETF est assez proche de la performance de l'indice. Alors bien entendu, quand on fait l'acquisition d'un ETF ou quand on souhaite investir sur un marché, il est toujours pertinent de comparer plusieurs ETF entre eux, pour voir non seulement quels sont les ETF qui offrent les frais les plus faibles, qui offrent la valeur liquidative éventuellement la plus faible si on est un investisseur peu capitalisé, mais il est également bon de regarder l'erreur de tracking pour voir un peu quel est l'ETF qui réplique le mieux le marché. En sachant que les ETF qui ont un mode de réplication direct offrent généralement un tracking error légèrement inférieur aux ETF qui ont un mode de réplication indirect. Ceci s'explique tout simplement par le fait que les ETF qui ont un mode de réplication indirect ont la possibilité de prêter leur titre aux vendeurs à découvert par exemple, et donc de toucher un rendement supplémentaire par rapport à ça. Et vous avez également un indicateur de risque, alors au 18 mars 2020, donc c'est-à-dire il y a 48 heures environ, dans lequel on vous présente en fait la volatilité du portefeuille et la volatilité de l'indice de référence. Alors si par exemple je prends ici l'ETF MSCI World, on voit que la volatilité sur un an est de 19,39. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, la volatilité du portefeuille c'est quoi? C'est tout simplement l'écart type des rendements. Donc c'est l'écart type des rendements sur un an.
Donc c'est comme si en fait on avait calculé tous les rendements jour après jour et qu'on avait mesuré l'écart type de ces rendements pendant un an. Voilà, donc ça c'est la volatilité du portefeuille. Et ça nous dit ici que le portefeuille a une volatilité de 19,39%. À comparer à la volatilité de l'indice de référence, donc l'indice MSCI World qui a une volatilité identique. D'accord? Donc on voit déjà que les volatilités entre les deux sont parfaitement identiques. Alors on voit ici qu'on a un tracking error ex post, vous voyez, de 0,01. Donc c'est plutôt un bon tracking error. Vous avez d'autres informations ici, le ratio d'information, le ratio de Sharpe. Donc ça je vous laisserai regarder ce que c'est exactement. Donc vous avez quand même pas mal d'informations ici. Et vous avez enfin la performance calendaire, donc c'est-à-dire la performance année par année. Donc on voit ici par exemple que le fond, vous voyez, il y a une différence, il y a un écart ici. Donc vous voyez qu'il y a un écart de performance entre les deux. Ici, vous voyez, on est à moins 0,39, donc c'est en pourcentage. Donc ici, ça veut dire, voilà, on a fait 19,53% en 2010 sur le MSCI World et le TF qui réplique cet indice de référence a fait 19,14%. Donc on a un écart de 0,39%. Alors vous voyez, vous avez la performance année après année. Alors on peut voir par exemple que cet ETF, mais également l'indice de référence, ont fait de bonnes performances sur la période, hein, puisqu'on a eu une période historique de hausse. Maintenant, bien entendu, la situation est quand même bien différente. Alors vous voyez, l'indice de référence a une performance de 19% en 2010, 14% en 2012, 21% en 2013, 19% en 2014. Vous voyez de très belles performances avec des replis extrêmement faibles, donc de moins 2% en 2011, moins 4% en 2018. Pour autant, et comme c'est indiqué en bas ici par Amundi, et ça je trouve ça très bien, tous les émetteurs ne le font pas, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Et effectivement, c'est pas parce que vous avez 10 années de très belles performances sur un ETF ou sur l'indice de référence que votre ETF va offrir les mêmes performances ou que l'indice de référence va offrir les mêmes performances à l'avenir. D'accord? Et généralement, quand un indice a de très belles performances pendant 10 ans, ce qui a été le cas des indices américains notamment, il y a un moment, vous avez une très forte correction. Et c'est ce qui est exactement en train de se passer en ce moment. Voilà, donc ne pas forcément regarder les performances passées pour se dire que l'on doit investir dans tel ou tel ETF, mais avoir plutôt une image globale en se disant que de temps en temps d'avoir un esprit contrarien, ça peut être intéressant aussi. Alors, on va revenir à la page produit d'Amundi, et donc on va regarder d'autres types d'ETF. Alors, on avait commencé par les ETF globaux, donc on va supprimer ici global, et on va essayer de chercher par exemple des ETF pays. Alors, on peut avoir des ETF régions, je vais vous montrer ça rapidement, vous voyez. Plutôt que d'avoir un ETF global en se disant j'investis sur le monde entier, donc avec un ETF monde, ETF World, on peut se dire, et d'ailleurs je rappelle que l'ETF monde en fait réplique la performance de 23 indices, donc c'est-à-dire c'est un panier constitué de 23 indices de pays développés uniquement. Hein, je préfère le rappeler. Lorsque l'on veut investir dans des pays émergents, alors il faut acheter un ETF pays émergent, que l'on appelle également ETF Emerging Markets. Et dans ce cas-là, le panier est uniquement composé de titres de pays émergents, avec généralement une forte pondération sur la Chine, mais également sur la Corée du Sud, qui, comme dans ma vidéo sur les ETF Lixor, se comporte plutôt comme un pays développé. Ce qui fait que le fait d'avoir des actions sud-coréennes au sein de l'ETF marché émergent permet en fait d'offrir une certaine stabilité, ou une plus grande stabilité on va dire, à l'ETF pays émergent. Alors on a une autre possibilité, c'est que plutôt que d'investir donc dans un ETF monde d'un côté, un ETF pays émergent de l'autre, alors comme je le donne souvent comme exemple, hein, on pourrait avoir par exemple 80% investi dans l'ETF monde et 20% investi dans un ETF pays émergent. Une autre possibilité, c'est d'aller sélectionner des régions géographiques. Donc c'est ce qu'offre Amundi par exemple ici, puisqu'on a le Amundi ETF PEA MSCI Europe, toujours en euros. On a également donc on peut le faire aussi via l'Eurostock 50.
Donc le MSCI Europe et l'Eurostoxx 50 sont deux indices différents, deux indices de référence ou deux indices sous-jacents différents, mais qui performent à peu près de la même manière. Alors on a également le MSCI EMU ou EMU ou EMU, donc c'est-à-dire European Economic Monetary Union, donc c'est-à-dire des titres ou des entreprises titres de la zone euro. Alors, on a également le Amundi Prime Eurozone, donc là ça va plutôt être des titres prime, ça veut dire plutôt de bonne qualité, et ici de la zone euro. Alors on va regarder celui-là par exemple. Alors ici chez Amundi, vous voyez, on n'a pas capitalisation, capi ou distribution. Amundi appelle ça généralement C ou D. Alors C c'est pour capitalisation, c'est-à-dire les entreprises de l'indice sous-jacent. Et D, ça veut dire distribution, c'est-à-dire que lorsque les entreprises de l'indice sous-jacent versent un dividende à Amundi, dans ce cas-là, Amundi vous reverse la part qui vous revient directement sur votre compte PE. Alors on va plutôt regarder l'ETF capitalisation, qui est plutôt l'ETF à privilégier lorsque l'on souhaite investir à long terme, puisque les dividendes vont être directement réinvestis dans l'ETF, ce qui vous permet de profiter des intérêts composés au cours du temps. Alors, on va regarder le Amundi Prime Eurozone ETF, donc sous forme de capitalisation, donc c'est plutôt ce qui nous intéresse. On voit que les frais d'encours ou les frais de gestion sont de l'ordre de 0,05%, et on voit également que les actifs sous gestion représentent environ 31 millions d'euros. Si je ne me trompe pas, on va quand même vérifier. Actifs gérés en millions, voilà, donc 31 millions d'euros environ. Alors, on va regarder un peu ce qu'est cet ETF. Voilà, donc Amundi Prime Eurozone ETF. Voilà, donc on va retrouver essentiellement des valeurs clés européennes, notamment allemandes et françaises, comme SAP, Total, LVMH, Sanofi, Siemens, Unilever, donc aux Pays-Bas, Airbus par exemple. Voilà, donc ça ce sont les ETF proposés par Amundi, donc par région. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de répliquer les indices CAC 40. Donc voilà, CAC 40 en euros par capitalisation. On voit que pour le CAC 40, la valeur liquidative est de 55 euros, donc ce qui est raisonnable. Si on est faiblement capitalisé et qu'on veut investir par exemple, je sais pas, 150 ou allez, 200 euros tous les mois, donc ici on pourra acheter 3 parts par exemple pour 55 x 3, donc 165 euros par exemple. On voit que les frais d'encours ou les frais de gestion sont de 0,25% par an. Alors bien entendu, ces frais de gestion sont prélevés quotidiennement sur votre ETF, donc vous ne le voyez pas, il n'y a pas de frais supplémentaires à payer. Et on voit que les actifs sous gestion sont de l'ordre de quasiment 800 millions d'euros, ce qui est très bien. Alors parmi les indices sous-jacents proposés par Amundi, donc on retrouve le CAC 40, on retrouve également le DAX. Donc là, ils n'ont pas précisé si c'était par capitalisation ou par distribution. On va regarder tout de suite, parce que normalement ça doit être marqué sur la fiche. Tac tac tac. Donc ça c'est pour le DAX. Alors généralement les frais courants sur le DAX sont très faibles. Alors ça doit être marqué ici. Voilà, alors vous voyez ici, affectation des résultats. En fait on peut avoir les deux. Alors je ne sais pas par contre comment on choisit l'un ou l'autre. Je pense qu'il y a deux codes ISIN différents. Soit par capitalisation, soit par une réplication physique. C'est-à-dire que cet ETF en fait possède les actions de l'indice sous-jacent directement. D'accord, ce n'est pas une réplication. Le DAX, on vient d'en parler. On trouve également du MSCI France. Alors, moi, je vois pas forcément l'intérêt de prendre du MSCI France par rapport à un CAC 40. Voilà. Si quelqu'un a une idée sur la question, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo, mais personnellement, je vois pas forcément l'intérêt. Vous avez le MSCI Italie, alors c'est pareil, pourquoi ne pas avoir un FTSE MIB par exemple. Alors peut-être parce qu'il faudrait que je regarde en détail, mais peut-être parce qu'en fait vous avez plus de valeur, on va regarder tout de suite, peut-être que vous avez plus de valeur de moyenne capitalisation dans cet indice. Et non, voilà, pourquoi prendre du MSCI France plutôt que du CAC 40, ça je ne sais pas. Les positions sont hedgées en euros. Alors pour être tout à fait honnête, ceci augmente les frais d'encours, donc les frais de gestion annuels, et à long terme ça n'a pas vraiment de devise à long terme, n'ont pas forcément besoin d'être hedgés,
puisque les devises à long terme c'est fortement le cas pour les devises des pays développés. Donc vous voyez, on est sur du Japon, pays développé, on n'a pas forcément besoin d'un hedge comme ça. Le trade en cours diminue fortement. Si je devais choisir, j'aurais tendance à privilégier cet ETF. Alors quand vous voyez que les actifs sous gestion sont les mêmes, hein, comme ici, vous voyez, on a Amundi PEA Japon Topix, Amundi PEA Japon Topix ici en euros et ici Daily Hedged. On voit que le capital sous gestion, on voit que les actifs sous gestion sont totalement identiques. Ça veut juste dire qu'en fait c'est le même pool, hein. C'est le même ETF, c'est juste que vous avez un code différent et vous allez payer des frais différents. Mais en réalité c'est le même pool de titres. Alors ensuite on a quoi? On a donc du Japon, on a du Nasdaq, alors ça peut être intéressant. Alors Amundi n'a pas mis ici les frais de gestion. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi. On va aller voir ici. Ça c'est pas bien. Si des gens d'Amundi regardent cette vidéo, ben, peut-être qu'il faut s'assurer qu'en fait on ait des données à jour. Alors sur Nasdaq 100 plutôt, on va regarder, donc on a un actif net de 53 millions d'euros, donc ok. Voilà, vous voyez, frais courants, il n'y a pas d'information, peut-être parce que date de création 25 avril 2019. Voilà, ben on l'a ici les frais, alors ce serait bien que Amundi remette les frais courants ici et dans la liste produits. Voilà. Bon, c'est un petit message pour Amundi. OPAC, c'est pareil, hein. Frais de gestion 0,15% par an, ça reste très raisonnable. Actifs sous gestion 583 millions d'euros, c'est pas mal non plus. On a du FTSE Pays-Bas, MSCI Netherlands, MSCI USA, alors c'est pareil, hein, 500 on est à 0,15%, donc pourquoi payer 0,28% quand on peut payer 0,15% ou Russell 2000? Donc ici, les frais de gestion sont un peu plus élevés, mais ça vous permet d'être exposé sur les small et mid cap américaines. Donc ça peut être intéressant. Cependant, on a d'avoir un capital intéressant, puisque vous pouvez n'acheter qu'une part pour 129 euros. Donc si vous rentrez par exemple, et là forcément vous êtes un peu bloqué, parce que vous voyez, 129 x 2, on est au-delà des 250 euros. On trouve également du Russell 2000. Alors on trouve la même chose, mais cette fois-ci en dollars américains, donc bien faire attention de bien choisir sa devise de cotation. Voilà, donc ça c'est pour les différents pays développés, on va dire, proposés par Amundi. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les pays émergents, donc je vais cocher Amundi comme ETF éligible au PEA pour les pays émergents. Alors on a ici donc un ETF Amérique latine, où on a des frais courants, les actifs gérés sont beaucoup plus faibles, hein, ce qui est logique. Donc on retrouve également un ETF MSCI China, donc on va regarder celui-là en détail, et on retrouve ETF China, donc pour la Chine, on va se retrouver ici donc avec des frais courants de 0,55% par an. Comme on est sur des valeurs non européennes, on sait déjà qu'on va avoir une réplication synthétique, comme ici, voilà, réplication synthétique. Voilà, donc on retrouve les principales valeurs chinoises comme Bank, on voit qu'on ne retrouve pas des valeurs comme Alibaba. Donc à comparer, vous voyez dans les premiers poids, donc à comparer, je vois qu'on a un indice de référence par Lyxor, qui me semble un ETF mieux équilibré, notamment parce que l'indice de référence de Lyxor est potentiellement mieux équilibré. Voilà, pour spéculer à court terme, et que lorsqu'on est un investisseur à long terme, on n'a pas forcément l'envie de spéculer. On risque généralement de se fier sur l'Eurostock 50 et sur le MSCI USA, mis à jour quotidiennement. Donc ce qui veut dire qu'en fait ce sont des ETF à utiliser à court terme, mais pas à garder en portefeuille très longtemps. Alors, on va maintenant terminer en regardant les ETF donc short, les ETF baissiers, donc qui permettent de couvrir un portefeuille par exemple. Alors, Amundi propose trois types d'ETF short. Donc, on a du CAC 40, on a de l'Eurostock 50, pas des ETF à utiliser lorsque l'on souhaite spéculer. Qu'on est à 0,35 entre 0,30 et 0,35 de frais courants pour chaque type ETF éligible au PEA chez Amundi. Donc globalement, si je devais comparer un petit peu
les différents produits offerts. Je vous mettrai le lien en haut à droite. La principale différence, c'est que les valeurs liquidatives, plus de capitaux à investir régulièrement. Les frais courants généralement sont parfois légèrement meilleurs que pour les ETF de Lyxor, mais ce n'est pas toujours le cas. Lyxor aura Amundi. Et enfin, Amundi a généralement des actifs sous gestion plus importants, à l'exception de certains ETF pour lesquels Lyxor est numéro 1. La gamme d'ETF d'autres émetteurs, alors par exemple la gamme d'ETF, les ETF Easy de BNP. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo,